Philippot. Bonjour. Est-ce que vous irez manifester aujourd'hui ? Non, je n'irai pas manifester. C'est pas un bon mode d'expression ? C'est pas, surtout pas, je pense, tout à fait ma place. Moi, je suis contre cette loi. C'est une expression syndicale. Enfin, je veux dire, vous savez, ce sont les syndicats qui sont à l'origine du mouvement social. Il y a des leaders politiques aussi. Oui, il peut y avoir des leaders politiques, mais bon, moi, j'estime vous que dénoncez un projet infâme. Le vrai changement, je pense qu'il viendra plutôt du vote et des urnes. Mais c'est bien qu'il puisse y avoir, heureusement, que cette manifestation ait été autorisée. Vous ne croyez pas au rapport de force dans la rue pour tenter d'obtenir le retrait d'un texte ? Mais je pense que ça peut être utile, bien sûr. Ça peut aussi être inutile, ça dépend du On a vu les cas contexte du FN pour le mariage, contre le mariage gay, par exemple. Non, mais la manifestation, de toute façon, fait partie de la démocratie sociale, même si le gouvernement avait eu le sentiment de l'oublier ces derniers jours. Mais la manifestation est un droit, comme la grève est un droit. Et donc, il est tout à fait légitime que puisse s'exprimer une opposition à un texte. Mais ensuite, il y a le temps du vote. J'espère surtout qu'on aura la possibilité d'avoir une motion de censure au courant juillet à l'Assemblée, et que cette fois-ci, elle pourra passer, ce qui fera gagner à peu près 1 an à tout le monde et 1 an au pays. Il y en a une première qui n'est pas passée. Les syndicats CGT en tête, est-ce qu'ils jouent, à votre avis, un rôle positif ou néfaste dans le mouvement actuel ? Mais ils ont parfaitement le droit, les syndicats CGT, FO, etc., de contester une loi et d'organiser un mouvement social. Enfin, le fait même qu'on se pose maintenant la question montre quand même qu'on a dégringolé dans l'état d'esprit démocratique et républicain de notre pays. Mais je vous pose pas la question sur le droit, je vous pose la question sur est-ce qu'il joue un rôle positif ou néfaste dans le combat que vous faites vôtre, puisque vous n'avez pas de mots assez durs pour qualifier cette loi. Il est assez logique que je vous demande si vous allez joindre le geste à la parole en allant défiler comme vous le savez, ou en soutenant... Comme vous le savez, les partis politiques et les syndicats, c'est pas du tout la même chose. Donc on n'a pas du tout le même rôle. Eux, ils jouent leur rôle selon leur méthode et leur manière, et je ne m'ingère pas dans leur façon de faire. Et Dieu sait que j'ai des désaccords avec la CGT, dont j'estime qu'elle porte une partie de la responsabilité. J'oublie pas qu'elle a fait voter François Hollande. Elle aurait pu s'abstenir d'appel au vote, puisqu'entre Sarkozy et Hollande, en tout cas nous, c'était notre analyse, il n'y avait pas de différence, et je crois qu'on a eu raison. Et puis, elle n'a jamais contesté l'Union européenne. Or, à la base de la loi El Khomri, la loi travail, il y a évidemment une recommandation forte, une exigence forte même de l'Union européenne. Et ça, je trouve que quand on ne va pas au bout de l'analyse, on manque quelque chose et on ne dit pas toute la vérité aux travailleurs français. J'ai vu l'un de vos dirigeants récemment, Gilles Penel, se réjouir par un tweet de la façon dont un petit patron avait cloué le bec à Philippe Martinez il y a quelques jours. Oui, il a le droit de le penser. J'ai pas vu cet échange en particulier, mais il y a des bons arguments. Gilles Penel, c'est le chef de file du Front National en Bretagne. Il y a des bons arguments ici ou là. Je suis ni l'avocat ni l'accusateur de Monsieur Martinez. Il fait son boulot comme il le veut et on ne sera pas d'accord sur beaucoup de points. Est-ce que vous l'ai dit sur l'analyse de l'Union européenne, sur l'analyse de l'immigration aussi. Je considère que la CGT et les autres syndicats n'ont jamais analysé la raison pour laquelle le grand patronat soutenait l'immigration. Peut-être parce qu'elle fait baisser les salaires, qu'elle fait pression à la baisse sur les salaires et le modèle social français. Et cela, il serait bien, tout comme la dénonciation de l'Union européenne, que les syndicats puissent s'en saisir, parce que sinon, encore une fois, on ne va pas jusqu'au bout. Est-ce que vous pensez que la grève est un système archaïque ? Personnellement, je ne le pense pas, mais on a le droit de le penser. C'est la formule employée la semaine dernière par Lou Alliot. Oui, mais vous voudriez qu'il y ait vous voudriez que... Je vous interroge sur le mode d'action face à une loi qui vision provoque votre assez effrayante d'un parti politique où tout le monde devrait penser à la même chose à chaque instant et dire la même chose à chaque instant. Non, on a le droit de penser ce qu'on veut. Non, c'est vous qui simplement la position politique. Soulignez les divergences dans votre propre parti. C'est parce que vous m'interrogez comme si c'était incroyable. Mais sauf que je cherche à savoir. Moi personnellement, si vous croyez dans les manifestations, si vous croyez dans la grève, si vous croyez dans les syndicats, est-ce que vous croyez à la lutte des classes ? Je dis, Monsieur Cohen, est-ce que vous croyez à la lutte des classes ? Arrêtez avec vos questions un peu bêtes. La manifestation, la grève... C'est bête de oui, c'est un peu bête. Est-ce que votre lecture de la société... si on va pas au fond des choses, on manque... Est-ce que je crois à la lutte des classes ? Non, je suis pas marxiste. Voilà, je vous ai répondu. Maintenant, est-ce qu'il y a des intérêts divergents parfois entre les ouvriers et le grand patronat ? Oui. Mais est-ce que je mets le patron dans la même classe ? Non. Parce que je considère que les petits patrons et les grands patrons, c'est pas la même chose. Voilà, je vous ai répondu. Et c'est très intéressant. Mais à partir de là, on va pas parler de grand chose. Parce que ce qui compte pour les Français, c'est la loi El Khomri. C'est la loi travail. On peut faire toutes les digressions qu'on veut pour essayer de pas en parler. Je sais pas pourquoi. Peut-être pour ménager le gouvernement. Mais moi, je vais en parler de cette loi travail. 5 minutes. Non, on parle des babales lancées par le gouvernement. Est-ce qu'il faut une manifestation statique ou pas statique ? Je vous ai parlé de ça. Je vous ai parlé de ça. Non, mais la CGT, quel rôle, pas quel rôle, on s'en moque un peu. La CGT, elle existe, elle fait ce qu'elle veut. Elle a fait beaucoup d'erreurs dans son histoire. Elle a fait des choses bien. C'est pas le problème. Le problème, c'est cette loi. Cette loi travail, c'est une loi voulue par l'Union européenne. C'est une loi quand même qui va... Non, ça c'est vous qui le dites. Ouais. Si.
Vous lisez les recommandations. Moi, je le fais. Je lis chaque année les recommandations de la Commission européenne à l'économie française. Une recommandation. Vous avez parlé des exigences tout à l'heure. Oui, mais excusez-moi, une recommandation sous menace de ne pas valider votre budget, c'est plus qu'une recommandation. C'est une exigence, évidemment. Et quand l'Union européenne nous dit, écoutez, à partir du moment où vous pouvez plus jouer sur le niveau de votre monnaie parce que vous avez la monnaie unique, l'euro, à partir du moment où vous ne pouvez plus jouer sur les protections aux frontières, eh bien, vous jouez sur ce qui reste, c'est-à-dire les variables d'ajustement, le niveau des salaires, le niveau des retraites, les privatisations et la dérégulation du marché du travail. Eh ben, on y est en plein dedans. Et je pense que c'est cette analyse-là qu'il faut faire, parce que sinon les gens ne comprennent pas d'où viennent ces lois. Pourquoi d'un coup il y a la loi Macron, puis la loi Macron 2, puis la loi El Khomri, et puis si c'était Sarkozy ou Juppé, ce serait strictement la même chose. Mais parce qu'on est dans une feuille de route déroulée selon les exigences de l'Union européenne qui nous empêche de jouer sur des variables d'ajustement naturelles en économie, la monnaie, le budget, etc., et qui nous pousse vers d'autres variables d'ajustement qui font des dégâts sociaux. Dans votre schéma explicatif, ce que je comprends pas, c'est quand certains de vos cadres ou de vos élus, sénateurs, veulent aller plus loin encore que ces exigences-là. Quand vos sénateurs demandent la suppression du compte pénibilité, le doublement des seuils sociaux, l'encadrement de l'activité syndicale, c'est-à-dire qu'ils veulent modifier la loi travail dans un sens plus libéral, des amendements déposés par Rachline et Ravier au Sénat, vous le savez bien. Ah bon, Monsieur Cohen, attendez, vous êtes en train de... Est-ce que vous faites votre travail sérieusement? Vous êtes en train de dire que les sénateurs ont déposé ces amendements? Ils ont été publiés avant d'être retirés, effectivement. Donc, est-ce qu'ils ont été déposés Non, ils n'ont pas été déposés, mais ils ont été publiés. Vous êtes contredit à 30 secondes d'intervalle. Ils ont été publiés. Alors, ils ont voulu, j'ai dit exactement les choses, ils ont demandé la suppression du compte pénibilité, doublement des seuils sociaux, l'encadrement de l'activité syndicale. Non, ils ne l'ont pas demandé, puisque moi je raisonne, Monsieur Cohen, je raisonne pas sur des brouillons écrits par des assistants. Ils sont pour. Je raisonne. Non, ils sont contre. Et si vous avez, faites votre travail. Écoutez les interviews de Monsieur Rachline. Qu'il y ait des bugs d'organisation, ça peut arriver. Ça, je vous le concède. Mais écoutez les interviews de Monsieur Rachline et Monsieur Ravier, et vous verrez qu'ils sont vent debout contre cette loi. Et qu'il y a eu des brouillons, c'est vrai. Il y a eu des brouillons faits par des assistants parlementaires, mais qui n'ont pas été déposés. Vous savez ce qui compte en démocratie? Où, à la CGT, ce qui compte, ce sont les amendements qui sont débattus en séance. En l'occurrence, le seul amendement valable sur cette loi, c'est un amendement de retrait pur et simple. Nous demandons le retrait de cette loi. Gilbert Collard et Marion Maréchal Le Pen comptaient déposer des amendements de même nature et qu'ils ont été rappelés à l'ordre par Marine Le Pen. Non, il ne faut pas écouter ou lire tout ce qui est écrit dans une certaine presse sensationnaliste. C'est faux, il n'avait pas l'intention de déposer des amendements qui vous explique que Marine Le Pen a envoyé un texto. Alors j'aimerais bien savoir comment cette presse se serait procuré ce texto. Ce serait Marion qui serait allé voir le Canard enchaîné en disant « Regardez, j'ai reçu un texto de Marine Le Pen ». C'est crédible une seconde, vous croyez? C'est-à-dire c'est crédible dans le sens où Marion Maréchal Le Pen a défendu des idées autour de la loi travail qui correspondent à ces modifications. Je sais qu'on peut essayer d'ergoter, d'essayer de tout complexifier, de rendre les choses illisibles. Ce que je vois depuis le départ, c'est que le Front, à la minute même où il avait lu cette loi, il a été contre. Parce qu'il y a vu les 25% de majoration des heures supplémentaires qui passaient à 10%. Parce qu'il y a vu le dumping social avec les accords d'entreprise, que lui a toujours défendu les accords de branche et la loi, et non pas les accords d'entreprise qui créent le dumping social. Dans les amendements au Sénat, il y avait aussi la défense des accords d'entreprise. Ce que j'ai vu, mais ces amendements n'ont pas été déposés. Ce que j'ai vu, c'est à l'Assemblée nationale un vote de la motion de censure contre cette loi. Et nos députés qui disaient, même si la gauche avait réussi à déposer la motion de censure, nous l'aurions voté, contrairement aux élus UMP qui se débinaient. Voilà ce que j'ai vu. Et ça, c'est une opposition à cette loi El Khomri. Tout le reste, c'est de la mousse entretenue par le gouvernement. Et je pense que nous avons l'obligation de parler du fond de cette loi parce qu'elle est grave et qu'elle en annonce d'autres. Monsieur Juncker l'a déjà dit, le président de la Commission européenne, ça n'est qu'un commencement, c'est le minimum de ce qu'il faut faire. Mais il a aussi signifié que ça allait dans le bon sens. Florian Philippot, invité de France Inter ce matin. D'autres questions bêtes dans quelques minutes avec celles des auditeurs. Si, vous avez dit que mes questions étaient bêtes. Moi, je trouvais qu'elle était bête dans le sens où elle n'est pas dans le... À mon avis, quand on essaie de... Quand ça vous plaît pas, c'est bête. Non, c'est pas ça. C'est quand on pose des questions qui ne sont pas dans le fond du sujet et qu'on joue la com du gouvernement. Parce que, franchement, le gouvernement... la com du gouvernement, la lutte des classes, la CGT, la place des syndicats... Oui, mais je vous ai répondu d'ailleurs. Vous voyez, comme quoi c'est pas si bête que ça, je vous ai répondu. Mais honnêtement, est-ce que c'est ça l'intérêt quand on a 10 minutes d'interview? Est-ce qu'il faut aller sur le fond? J'essaye de savoir. Oui, ou est-ce qu'il faut aller sur le fond de ce que disent les lois qui vont être appliquées aux Français, aux travailleurs français? J'essaie de savoir si le Front National est d'inspiration libérale comme il l'a été pendant 35 ans ou s'il est devenu plutôt... Il est d'inspiration pragmatique, voilà, ni libéral ni pas libéral. Il est simplement pragmatique. Il défend une forme de colbertisme rénové en matière économique, c'est-à-dire qu'il faut laisser la liberté aux entreprises et en même temps la puissance publique doit exister
exister et doit pouvoir réguler les dirigeants, même si tous ces dirigeants ne sont pas tout à fait d'accord, mais c'est pas très grave. Si, c'est pas grave. Non, vous nous avez dit tout à l'heure, il y a des divergences, mais c'est pas grave. Vous l'avez dit. Non, j'ai dit, on a le droit d'avoir son opinion sur la grève ou pas son opinion, franchement. Voilà, c'est pas grave. Quand même. 8h33. 7000 avec d'abord Thomas qui nous appelle de l'Oise. Bonjour Thomas. Bonjour. Bonjour Monsieur Philippot. Bonjour. Alors je vous comprends pas très bien Monsieur Philippot. Vous condamnez les responsables syndicaux qui manifestent, mais vous êtes bienveillant avec les manifestants. Est-ce que vous souhaitez pas plutôt qu'il y ait des syndicats pro-Front National pour que vous puissiez les soutenir ? Non, je pense qu'il y a une erreur dans votre question. Je n'ai pas condamné les responsables syndicaux qui appellent à manifester, et nous ne l'avons pas fait. Ils font ce qu'ils veulent. La grève et le droit de manifestation est un droit constitutionnel en France. Voilà, nous sommes plutôt très critiques pour le coup avec le gouvernement qui refuse de retirer cette loi. Voilà, les syndicats ont la responsabilité, si on parle de sécurité, de responsabiliser et de sécuriser leur cortège. Mais puisque je rebondis sur ce que j'entendais tout à l'heure, mais en revanche, je pense que le gouvernement ne peut pas se défausser de sa propre responsabilité quand il y a depuis des années des groupes de casseurs très nombreux, armés, cagoulés, qui viennent saccager des centres-villes ou profiter des manifestations. Là, c'est de la responsabilité du gouvernement qui manifestement se refuse à rétablir l'ordre. Vous avez des solutions, vous avez un mode d'emploi pour rétablir l'ordre face à des groupes de casseurs dont chacun voit qu'ils sont très, très mobiles et assez difficiles à arrêter? Si vous voulez, je pense que parmi ces groupes, beaucoup sont constitués et organisés. Voilà, ils ne sont pas des personnages solitaires qui se retrouvent par hasard à une manifestation. Tout ça est organisé. Il faut appliquer ce qu'on a appliqué ces dernières années à d'autres groupuscules extrémistes, des procédures de dissolution. Quand il y a des organisations qui sont structurées, qu'elles soient déclarées ou pas d'ailleurs, on peut les dissoudre. Si vous pensez qu'il suffit d'un arrêté en Conseil des ministres? Non, mais je pense que c'est nécessaire de le faire. C'est nécessaire de le faire. Ce serait d'ailleurs un signal qui serait envoyé face à la situation de laxisme que nous connaissons, voire de complaisance. Ensuite, de laxisme, il y a eu plus. Oui. Enfin, je rappelle qu'il y a eu plusieurs centaines de policiers blessés quand même au cours des. Oui, mais est-ce que ça signifie ça qu'on n'est pas dans la situation de laxisme? Je vais vous dire, attendez. Quelle organisation précisément souhaitez-vous dissoudre? Mais toutes ces organisations de casseurs. Donnez-moi un nom, une adresse. Non, forcément. Attendez, vous pensez que c'est aussi simple qu'ils vont s'afficher, mais vous allez voir les pages Facebook. Il n'y a pas de nom et d'adresse. Tout ça est organisé sur Internet, sur les réseaux sociaux. Il y a un travail de renseignement à faire. Alors c'est vrai que le renseignement français a été fortement accablé par les politiques d'austérité et notamment par la grande désorganisation qu'avait réalisé Nicolas Sarkozy en supprimant les RG. On a perdu du contact et de l'information de terrain, mais il faut absolument remettre ça en place. Ensuite, on apprend par le préfet de police, c'était dans son dernier communiqué après la grande manif avec les débordements importants, notamment à Necker, à l'hôpital Necker de Paris, que, je le cite, une part significative venait de l'étranger. Bon, bah écoutez, quand on sait que, et c'est systématique, une part significative vient de l'étranger, les Allemands, Pays-Bas, Allemagne, etc., il faut pouvoir les identifier et les bloquer aux frontières. Mais pour cela, il faut avoir des frontières nationales. Et c'est vrai que le système Schengen nous a démunis, nous a retiré nos frontières nationales. Voilà un autre avantage à avoir des frontières nationales. Et puis je crois qu'il faut réinsuffler. Je veux dire, c'est une doctrine. On ne peut pas accepter que l'uniforme, qu'il soit celui d'un policier, d'un gendarme, d'un militaire, soit impunément insulté, injurié, agressé, violenté, comme nous l'avons vu dans de trop nombreuses vidéos ces derniers mois. Je veux dire, à partir de là, il n'y a plus de respect, si on ne fait pas respecter des choses aussi simples que le respect de l'uniforme. Alors, des questions d'auditeurs sur les consultations en cours. Les consultations, il y en a plusieurs là dans les heures qui viennent. D'abord, en France, que pense le Front National, vous demande Luc de Nantes, que pense le Front National de la consultation de Notre-Dame-des-Landes? Oui, nous sommes défavorables à ce projet d'aéroport. Nous avons fait plusieurs conférences de presse sur place, y compris avec notre collectif Nouvelle Écologie qui travaille sur les questions environnementales. Nous estimons que c'est un caprice de M. Ayrault à la base, qui a été réactivé en tout cas par M. Ayrault, et qu'il suffisait d'un agrandissement de l'aéroport existant. Et donc nous appelons à voter non à ce référendum. Sur le Brexit, vous souhaitez rêver d'un vote négatif et d'une sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne? Ce serait en l'occurrence un vote positif. Ce serait un grand oui à la liberté. Un vote pour le leave, puisque c'est la question posée. Pour le leave. C'est la question posée aux Anglais. Leave oui, bien sûr, si vous voulez, bien sûr, puisque nous souhaitons le même référendum en France sur notre appartenance à l'Union européenne, pour pouvoir nous dégager et retrouver notre liberté, notre indépendance par rapport à cette structure qui est en échec total. Aujourd'hui,
aujourd'hui, il y a un sondage qui est paru il y a quelques jours, il y a à peu près un quart des Français qui voteraient pour une sortie de l'Union européenne. Oui, beaucoup de Français d'ailleurs qui ne sont pas encore déclarés, je crois que c'était 25 et 50 et 25. Écoutez, parce qu'il faut qu'il y ait un débat. Il faut qu'il y ait un débat en France. C'est la même chose pour la sortie de l'euro. En tout cas, il y a une majorité de Français qui souhaitent un référendum déjà. Et ça, c'est une très bonne nouvelle et je crois que c'est inéluctable. Il faudra que nous allions vers la consultation directe du peuple parce que l'Union européenne est de plus en plus antidémocratique. Il suffit d'entendre d'ailleurs les dernières déclarations des autorités européennes qui s'ingèrent dans le référendum britannique. C'est hallucinant. Une espèce d'intimidation, de chantage, de menace. Il n'y a plus aucun argument positif, si vous voulez, dans ce camp. Plus rien. Les seuls arguments positifs que j'ai entendus, c'est du côté du Leave, pour le coup, où on parlait de faire des économies par rapport à la contribution directe à l'UE, où on parlait de protection, où on parlait de prospérité, on parlait de pouvoir se dégager des négociations TAFTA, puisque c'est vrai que le mandat a été donné à la Commission européenne sur le traité transatlantique. C'est un traité très néfaste. Et on parlait de liberté, de démocratie. Je veux dire, qui décide aujourd'hui? Est-ce que c'est le peuple souverain ou est-ce qu'il vote pour rien? Est-ce qu'il vote pour rien? Parce que de toute façon, d'autres à Bruxelles ou à Francfort dans la Banque centrale décideront pour lui. C'est un vrai grand sujet qui, à mon avis, va nous mobiliser pour l'élection présidentielle. De toute façon, quel que soit le résultat de ce référendum, cela signifiera qu'à peu près un Britannique sur deux est en désaccord, souhaite quitter l'Union européenne. C'est un fait majeur, un fait politique majeur qui s'ajoute aux victoires à Rome, à Turin, de candidates eurosceptiques en Italie, qui s'ajoute à l'élection présidentielle autrichienne qui, je l'espère d'ailleurs, va se refaire, etc. Franchement, il se passe des choses extrêmement intéressantes. C'est un printemps des peuples. Et ce printemps des peuples nous conduira à une Europe fondée sur la coopération entre les nations libres. Non pas l'isolement du tout, mais la coopération internationale, c'est celle qui fonctionne, c'est un peu le modèle du général de Gaulle, celle qui a produit les grands résultats de l'Europe, Airbus, Ariane, adapté maintenant au XXIe siècle, et puis ça nous permettra de redécouvrir, nous, France, qu'on est aussi une puissance mondiale, qu'on est une puissance maritime, qu'on doit coopérer avec le monde entier. Vous vous sentez dans une communauté de pensée avec les différents mouvements que vous venez d'énumérer, en Italie, le mouvement 5 étoiles, en Autriche, le FPÖ, en Allemagne, l'ALD, vous êtes l'AFD, pardon, vous êtes dans, si vous voulez, dans cette communauté-là. On aura des points d'accord. On aura certains points d'accord sur l'Union européenne, bien sûr, l'euroscepticisme et le fait on croit en notre nation, voilà. Mais on aura des points de désaccord parce que chacun a ses contextes nationaux et ses histoires. Mais je crois que ça traduit un mouvement. Et en France, c'est le Front National, Rassemblement Bleu Marine qui incarne ce mouvement. Vraiment, je pense qui permet de prendre le train de l'histoire, c'est-à-dire voilà, il se passe des choses, on voit bien que le modèle de l'Union européenne est complètement dépassé, que ça date d'ailleurs des années 50, et que les peuples n'en veulent plus, et il faut passer à autre chose, il faut qu'on se remette debout. Voilà, bon, la continuité, ce seront les Juppé, les Valls, je sais pas qui d'ailleurs, Sarkozy, Hollande, on verra bien. Et puis il y a la possibilité d'aller plus haut, plus loin dans la démocratie, les principes démocratiques, et de retrouver la souveraineté nationale et populaire. Je pense que c'est extrêmement important. Question ou commentaire sur les réseaux sociaux, Hélène Roussel? Une question de Stan. Mis à part c'est la faute à l'Europe et c'est à cause de l'immigration, c'est quoi le programme? C'est, comme vous l'avez entendu depuis le début de l'émission, un tout petit peu plus compliqué que cela. D'ailleurs, c'est pas tant la faute à l'Europe, c'est la faute à nos gouvernements qui se soumettent à l'Europe, ou qui bafouent même les votes des Français. Je rappelle qu'en 2005, les Français avaient dit non à la Constitution européenne, par référendum, et que ce sont les parlementaires UMPS qui ont dit oui à la place du peuple français. Donc, moi, je souhaite qu'on remplace cette Europe-là par une coopération des nations. Je souhaite, par ailleurs, vous parlez d'immigration, oui, qu'on puisse arrêter avec une politique de submersion migratoire, qui n'est plus tenable. Je veux dire, l'asile sous Sarkozy a augmenté de 75%. L'an dernier, il a encore augmenté de 20%. Submersion. Oui, submersion. Aller à Calais. 100 000 entrées par an, c'est une submersion. Non, déjà, c'est 200 000. Légalement, c'est 200 000. Moins 100 000 sorties, ça fait 100 000, le solde annuel. Les 100 000 sorties, je demande à voir. Vous comptez les entrées, vous n'avez pas compté les sorties? Non, mais vous comptez ça, je demande à voir, parce qu'on a beaucoup d'informations sur les entrées. Les sorties, c'est un peu au doigt mouillé. C'est les mêmes statistiques. Non, qui font les mêmes. Oui, l'INSEE, les 100 000. Oui. Les entrées, c'est le ministère de l'Intérieur. Donc c'est un peu différent. Mais les 200 000 entrées légales, plus les clandestins. Et ça fait une submersion, ça? Oui, ça va. Écoutez, 65 millions moi je suis désolé, ça fait 30 ans ou 40 ans que la France subit une immigration de plus en plus forte. Ça se traduit, on peut se cacher les yeux et dire il n'y a aucun problème, tout va très très bien, c'est formidable. On peut aussi voir que franchement, il commence à y avoir des tensions communautaires dans un nombre croissant de quartiers en France. On peut aussi voir les camps de Calais, de Grande-Synthe. On peut aussi voir l'arrivée de migrants dans des villages en France qui voient un jour arriver 30, 40, 50 migrants. Et c'est pas à eux qu'on en veut. Je veux dire, on n'a aucune raison d'en vouloir aux migrants eux-mêmes.
On en veut aux politiques, aux gouvernements de droite et de gauche qui ont organisé cette politique, souvent de manière cynique. Parce que quand Sarkozy, dans ses discours, nous dit il y a trop d'immigration et qu'au pouvoir, il fait plus d'immigration que Jospin, il y a bien une raison. Pourquoi il a fait autant d'immigration, Sarkozy? Mais parce qu'il est soumis aussi aux desiderata du grand patronat, qui en a besoin. Comme le grand patronat allemand a fait venir 1 million de réfugiés en 1 an. Bon, ben pourquoi? Parce qu'il faut faire pression à la baisse sur les salaires et organiser le dumping social. Il faut se poser toutes ces questions. Et la question du communautarisme, on va la résoudre par un logiciel républicain affirmé, un logiciel laïque affirmé, et en même temps, on ne pourra pas la résoudre si on continue avec ce flux massif d'immigration. Question de Patrick qui vous demande, Monsieur Philippot, pour un parti qui représente 25 ou 30% des voix exprimées, pourquoi la parole médiatique est-elle accaparée par 4 ou 5 membres du Front National, vous, Marine et Marion Maréchal Le Pen, Gilbert Collard, etc. Comment envisager l'idée qu'au pouvoir vous pourriez former un gouvernement de 4 personnes? Ça, ce n'est pas nous qui sommes responsables des invitations. Voilà, je sais pas qui vous avez. Je sais pas. Non, c'est pas nous qui décidons qui on envoie à la télévision. Excusez-moi. Moi, plusieurs fois, il m'est arrivé de refuser et de proposer quelqu'un d'autre. On m'a dit non. Voilà. Ah bon, qui ça? D'autres personnes, je ne vais pas lancer des noms comme ça. Excusez-moi. Dites-nous, mais ça nous donnera des idées. D'ailleurs, la liste est assez fausse parce qu'on voit maintenant aussi régulièrement Stéphane Ravier, David Racheline, on voit d'autres personnes. Les futurs secrétaires d'État. Oui, c'est vrai qu'on voit moins de personnes que dans d'autres partis parce que aussi ces partis-là ont été au pouvoir depuis 30 ans. Donc ils ont une liste énorme d'anciens ministres, d'anciens parlementaires, etc., etc. Mais aujourd'hui, il y a peut-être une dizaine de personnes qui passent régulièrement dans les médias pour le Front National. C'est pas assez, mais charge à vous d'inviter des présidents de collectifs. Nous avons Alain Avello qui dirige le collectif Racine sur les enseignants, qui fait un carton dans le monde enseignant. Vous avez parfaitement le droit de l'inviter. Je vois Philippe Murer qui dirige le collectif sur l'écologie. On parlait de Notre-Dame-des-Landes. Vous avez parfaitement le droit de l'inviter. Monsieur Salah, Michael Salah, qui a créé un collectif sur l'économie, les TPE, les PME. Voilà, on a des noms. Il est extrêmement dynamique, très bon. Vous avez parfaitement le droit d'inviter. Vous voyez, je suis pas responsable des invitations de France Inter et autres. Très court. Oui, vous parliez de logiciel républicain que vous allez réimposer. Marion Maréchal Le Pen a dit qu'elle en avait marre de ce mot république et laïque, que sa génération en avait assez. Quelle sera la vraie position du Front National ? Non, mais la République, utilisée comme un simple slogan, ça n'a pas de sens. Je veux dire, si derrière République on met l'UMPS, effectivement, ça n'a pas de sens. Ce qu'il faut mettre derrière la République, c'est ce qu'est réellement la République. C'est quand même précis. C'est la souveraineté populaire, d'abord, qui a été oubliée. C'était la laïcité. C'est la laïcité, c'est la méritocratie républicaine, c'est l'égalité devant la loi, la liberté réelle, et non pas, on se demande, est-ce qu'on a le droit de manifester en France ou pas je veux dire, là, on n'est plus dans la liberté. Je veux dire, oui, on a le droit de manifester en France, il faut pouvoir le réaffirmer. Est-ce que la loi renseignement est conforme? Franchement non. Moi je suis désolé, une loi qui va vous permettre de capter les textos et les conversations mail de chacun, on a voté contre, je crois qu'on a bien fait parce qu'elle n'est pas conforme à la liberté. On n'a plus le temps. Merci. Voilà. Merci Florian Philippot d'être venu ce matin au micro de France Inter, il est 9h-5. Philippot. Bonjour. Est-ce que vous irez manifester aujourd'hui? Non, je n'irai pas manifester. C'est pas un bon mode d'expression? C'est pas, surtout pas, je pense, tout à fait ma place. Moi, je suis contre cette loi. C'est une expression syndicale. Enfin, je veux dire, vous savez, ce sont les syndicats qui sont à l'origine du mouvement social. Il y a des leaders politiques aussi. Oui, il peut y avoir des leaders politiques, mais bon, moi, vous dénoncez un projet infâme. Le vrai changement, je pense qu'il viendra plutôt du vote et des urnes. Mais c'est bien qu'il puisse y avoir, heureusement, que cette manifestation ait été autorisée. Vous ne croyez pas au rapport de force dans la rue pour tenter d'obtenir le retrait d'un texte? Mais je pense que ça peut être utile, bien sûr. Ça peut aussi être inutile, ça dépend du On a vu des cas du FN pour le mariage, contre le mariage gay, par exemple. Non, mais la manifestation, de toute façon, fait partie de la démocratie sociale, même si le gouvernement avait eu le sentiment de l'oublier ces derniers jours. Mais la manifestation est un droit, comme la grève est un droit. Et donc, il est tout à fait légitime que puisse s'exprimer une opposition à un texte. Mais ensuite, il y a le temps du vote. J'espère surtout qu'on aura la possibilité d'avoir une motion de censure au courant juillet à l'Assemblée, et que cette fois-ci, elle pourra passer, ce qui fera gagner à peu près 1 an à tout le monde et 1 an au pays. Il y en a une première qui n'est pas passée. Les syndicats CGT en tête, est-ce qu'ils jouent, à votre avis, un rôle positif ou néfaste dans le mouvement actuel? Mais ils ont parfaitement le droit, les syndicats CGT, FO, etc., de contester une loi et d'organiser un mouvement social. Enfin, le fait même qu'on se pose maintenant la question montre quand même qu'on a dégringolé dans l'état d'esprit démocratique et républicain de notre pays. Mais je ne vous pose pas la question sur le droit, je vous pose la question sur est-ce qu'il joue un rôle positif ou néfaste dans le combat
que vous faites vôtre, puisque vous n'avez pas de mots assez durs pour qualifier cette loi, il est assez logique que je vous demande si vous allez joindre le geste à la parole allant défiler comme vous le savez, ou en soutenant... Comme vous le savez, les partis politiques et les syndicats, c'est pas du tout la même chose. Donc on n'a pas du tout le même rôle. Eux, ils jouent leur rôle selon leur méthode et leur manière, et je ne m'ingère pas dans leur façon de faire. Et Dieu sait que j'ai des désaccords avec la CGT, dont j'estime qu'elle porte une partie de la responsabilité. J'oublie pas qu'elle a fait voter François Hollande. Elle aurait pu s'abstenir d'appel au vote, puisqu'entre Sarkozy et Hollande, en tout cas nous, c'était notre analyse, il n'y avait pas de différence, et je crois qu'on a eu raison. Et puis, elle n'a jamais contesté l'Union européenne. Or, à la base de la loi El Khomri, la loi travail, il y a évidemment une recommandation forte, une exigence forte même de l'Union européenne. Et ça, je trouve que quand on ne va pas au bout de l'analyse, on manque quelque chose, on ne dit pas toute la vérité aux travailleurs français. J'ai vu l'un de vos dirigeants récemment, Gilles Penel, se réjouir par un tweet de la façon dont un petit patron avait cloué le bec à Philippe Martinez il y a quelques jours. Oui, il a le droit de le penser. Je n'ai pas vu cet échange en particulier, mais il y a des bons arguments. Gilles Penel, c'est le chef du Front National en Bretagne. Il y a des bons arguments ici ou là. Je suis ni l'avocat ni l'accusateur de M. Martinez. Il fait son boulot comme il le veut et on ne sera pas d'accord sur beaucoup de points. Est-ce que vous l'ai dit sur l'analyse de l'Union européenne, sur l'analyse de l'immigration aussi. Je considère que la CGT et les autres syndicats n'ont jamais analysé la raison pour laquelle le grand patronat soutenait l'immigration. Peut-être parce qu'elle fait baisser les salaires, qu'elle fait pression à la baisse sur les salaires et le modèle social français. Et cela, il serait bien, tout comme la dénonciation de l'Union européenne, que les syndicats puissent s'en saisir parce que sinon, encore une fois, on ne va pas jusqu'au bout. Est-ce que vous pensez que la grève est un système archaïque ? Personnellement, je ne le pense pas, mais on a le droit de le penser. C'est la formule employée la semaine dernière par Lou Alliot. Oui, mais vous voudriez qu'il y ait une... Je sais pas, vous voudriez que... Je vous interroge sur le mode d'action face à une loi vision assez effrayante d'un parti politique où tout le monde devrait penser à la même chose à chaque instant et dire la même chose à chaque instant. Non, on a le droit de penser ce qu'on veut. Non, c'est vous qui, simplement la position politique. Soulignez les divergences dans votre propre parti. C'est parce que vous m'interrogez comme si c'était incroyable. Mais sauf que je cherche à savoir. Moi personnellement, si vous croyez dans les manifestations, si vous croyez dans la grève, si vous croyez dans les syndicats, est-ce que vous croyez à la lutte des classes ? Je dis, Monsieur Cohen, est-ce que vous croyez la à la lutte des classes ? Arrêtez avec vos questions un peu bêtes. La manifestation, la grève... C'est bête de penser... Oui, c'est un peu bête. Est-ce que votre lecture de la société... Si on va pas au fond des choses, on était contre. Parce qu'il y a vu les 25% de majoration des heures supplémentaires qui passaient à 10%. Parce qu'il y a vu le dumping social avec les accords d'entreprise, que lui a toujours défendu les accords de branche et la loi, et non pas les accords d'entreprise qui créent le dumping social. Dans les amendements au Sénat, il y avait aussi la défense des accords d'entreprise. Ce que j'ai vu, mais ces amendements n'ont pas été déposés. Ce que j'ai vu, c'est à l'Assemblée nationale un vote de la motion de censure contre cette loi. Et nos députés qui disaient, même si la gauche avait réussi à déposer la motion de censure, nous l'aurions voté, contrairement aux élus UMP qui se débinaient. Voilà ce que j'ai vu. Et ça, c'est une opposition à cette loi El Khomri. Tout le reste, c'est de la mousse entretenue par le gouvernement. Et je pense que nous avons l'obligation de parler du fond de cette loi parce qu'elle est grave et qu'elle en annonce d'autres. Monsieur Juncker l'a déjà dit, le président de la Commission européenne, ça n'est qu'un commencement, c'est le minimum de ce qu'il faut faire. Mais il a aussi signifié que ça allait dans le bon sens. Florian Philippot, invité de France Inter ce matin. D'autres questions bêtes dans quelques minutes avec celle des auditeurs. Si, vous avez dit que mes questions étaient bêtes. Moi, je trouvais qu'elle était bête dans le sens où elle n'est pas dans le... À mon avis, quand on essaie de... Quand ça vous plaît pas, c'est bête. Non, c'est pas ça. C'est quand on pose des questions qui ne sont pas dans le fond du sujet et qu'on joue la com du gouvernement. Parce que franchement, le gouvernement... la com du gouvernement, la lutte des classes, la CGT, la place des syndicats... Oui, mais je vous ai répondu d'ailleurs. Vous voyez, comme quoi c'est pas si bête que ça, je vous ai répondu. Mais honnêtement, est-ce que c'est ça l'intérêt quand on a 10 minutes d'interview ? Est-ce qu'il faut aller sur le fond ? J'essaye de savoir. Oui, ou est-ce qu'il faut aller sur le fond de ce que disent les lois qui vont être appliquées aux Français, aux travailleurs français ? J'essaie de savoir si le Front National est d'inspiration libérale comme il l'a été pendant 35 ans ou s'il est devenu plutôt... Il est d'inspiration pragmatique, ni libéral ni pas libéral. Il est simplement pragmatique. Il défend une forme de colbertisme rénové en matière économique, c'est-à-dire qu'il faut laisser la liberté aux entreprises et en même temps la puissance publique doit exister et doit pouvoir réguler les dirigeants, même si tous ces dirigeants ne sont pas tout à fait d'accord, mais c'est pas très grave. C'est pas grave. Non, vous nous avez dit tout à l'heure, il y a des divergences, mais c'est pas grave. Vous l'avez dit. Non, j'ai dit, on a le droit d'avoir son opinion sur la grève ou pas son opinion, franchement. C'est pas grave. Quand même. 8h33. 7000 avec d'abord Thomas qui nous appelle de l'Oise. Bonjour Thomas. Bonjour. Bonjour Monsieur Philippot. Bonjour. Alors je vous comprends pas très bien Monsieur Philippot. Vous condamnez les responsables syndicaux qui manifestent, mais vous êtes bienveillant avec les manifestants. Est-ce que vous ne souhaitez pas plutôt qu'il y ait des syndicats pro-Front National pour que vous puissiez les soutenir ? Non, je pense qu'il y a une erreur dans votre question. Je n'ai pas condamné les responsables syndicaux qui appellent à manifester, et nous ne l'avons pas fait.
Ils font ce qu'ils veulent. La grève et le droit de manifestation est un droit constitutionnel en France. Voilà, nous sommes plutôt très critiques pour le coup avec le gouvernement qui refuse de retirer cette loi. Voilà, les syndicats ont la responsabilité, si on parle de sécurité, de responsabiliser et de sécuriser leur cortège. Mais puisque je rebondis sur ce que j'entendais tout à l'heure, mais en revanche, je pense que le gouvernement ne peut pas se défausser de sa propre responsabilité quand il y a depuis des années des groupes de casseurs très nombreux, armés, cagoulés, qui viennent saccager des centres-villes ou profiter des manifestations. Là, c'est de la responsabilité du gouvernement qui manifestement se refuse à rétablir l'ordre. Vous avez des solutions, vous avez un mode d'emploi pour rétablir l'ordre face à des groupes de casseurs dont chacun voit qu'ils sont très, très mobiles et assez difficiles à arrêter? Si vous voulez, je pense que parmi ces groupes, beaucoup sont constitués, organisés. Voilà, ils ne sont pas des personnages solitaires qui se retrouvent par hasard à une manifestation. Tout ça est organisé. Il faut appliquer ce qu'on a appliqué ces dernières années à d'autres groupuscules extrémistes, des procédures de dissolution. Quand il y a des organisations qui sont structurées, qu'elles soient déclarées ou pas d'ailleurs, on peut les dissoudre. Si vous pensez qu'il suffit d'un arrêté en Conseil des ministres? Non, mais je pense que c'est nécessaire de le faire. C'est nécessaire de le faire. Ce serait d'ailleurs un signal qui serait envoyé face à la situation de laxisme que nous connaissons, voire de complaisance. Ensuite, de laxisme, il y a eu plus. Oui. Enfin, je rappelle qu'il y a eu plusieurs centaines de policiers blessés quand même au cours des. Oui, mais est-ce que je crois à la lutte des classes? Non, je suis pas marxiste. Voilà, je vous ai répondu. Maintenant, est-ce qu'il y a des intérêts divergents parfois entre les ouvriers et le grand patronat? Oui. Mais est-ce que je mets le patron dans la même classe? Non, parce que je considère que les petits patrons et les grands patrons, c'est pas la même chose. Voilà, je vous ai répondu et c'est très intéressant. Mais à partir de là, on va pas parler de grand-chose, parce que ce qui compte pour les Français, c'est la loi El Khomri, c'est la loi travail. On peut faire toutes les digressions qu'on veut pour essayer de pas en parler. Je sais pas pourquoi, peut-être pour ménager le gouvernement. Mais moi, je vais en parler de cette loi travail. 5 minutes. Non, on parle des babales lancées par le gouvernement. Est-ce qu'il faut une manifestation statique ou pas statique? Je vous ai parlé de ça. Est-ce qu'on vous ai parlé de ça? Non, mais la CGT, quel rôle, pas quel rôle, on s'en moque un peu. La CGT, elle existe, elle fait ce qu'elle veut, elle a fait beaucoup d'erreurs dans son histoire, elle a fait des choses bien. C'est pas le problème. Le problème, c'est cette loi. Cette loi travail, c'est une loi voulue par l'Union européenne. C'est une loi quand même qui va. Non, ça c'est vous qui le dites. Ouais. Si. Vous lisez les recommandations. Moi, je le fais. Je lis chaque année les recommandations de la Commission européenne à l'économie française. Une recommandation. Vous avez parlé d'exigences tout à l'heure. Oui, mais excusez-moi, une recommandation sous menace de ne pas valider votre budget, c'est plus qu'une recommandation. C'est une exigence, évidemment. Et quand l'Union européenne nous dit, écoutez, à partir du moment où vous pouvez plus jouer sur le niveau de votre monnaie parce que vous avez la monnaie unique, l'euro, à partir du moment où vous ne pouvez plus jouer sur les protections aux frontières, eh bien, vous jouez sur ce qui reste, c'est-à-dire les variables d'ajustement, le niveau des salaires, le niveau des retraites, les privatisations et la dérégulation du marché du travail. Eh ben, on y est en plein dedans. Et je pense que c'est cette analyse-là qu'il faut faire, parce que sinon les gens ne comprennent pas d'où viennent ces lois. Pourquoi d'un coup il y a la loi Macron, puis la loi Macron 2, puis la loi El Khomri, et puis si c'était Sarkozy ou Juppé, ce serait strictement la même chose. Mais parce qu'on est dans une feuille de route déroulée selon les exigences de l'Union européenne, qui nous empêche de jouer sur des variables d'ajustement naturelles en économie, la monnaie, le budget, etc., et qui nous pousse vers d'autres variables d'ajustement qui font des dégâts sociaux. Dans votre schéma explicatif, ce que je comprends pas, c'est quand certains de vos cadres ou de vos élus, sénateurs, veulent aller plus loin encore que ces exigences-là, quand vos sénateurs demandent la suppression du compte pénibilité, le doublement des seuils sociaux, l'encadrement de l'activité syndicale, c'est-à-dire qu'ils veulent modifier la loi travail dans un sens plus libéral, des amendements déposés par Rachline et Ravier au Sénat, vous le savez bien. Ah bon, et Monsieur Cohen, attendez, vous êtes en train de... Est-ce que vous faites votre travail sérieusement? Vous êtes en train de dire que les sénateurs ont déposé ces amendements? Ils ont été publiés avant d'être retirés, effectivement. Donc, est-ce qu'ils ont été déposés? Non, ils n'ont pas été déposés, mais ils ont été publiés. Vous êtes contredit à 30 secondes d'intervalle. Ils ont été publiés. Alors, ils ont voulu, j'ai dit exactement les choses. Ils ont demandé la suppression du compte pénibilité, doublement des seuils sociaux, l'encadrement de l'activité syndicale. Non, ils ne l'ont pas demandé, puisque moi je raisonne, Monsieur Cohen, je raisonne pas sur des brouillons écrits par des assistants. Ils sont pour. Je raisonne. Non, ils sont contre. Et si vous avez, faites votre travail. Écoutez les interviews de Monsieur Rachline. Qu'il y ait des bugs d'organisation, ça peut arriver. Ça, je vous le concède. Mais écoutez les interviews de Monsieur Rachline et Monsieur Ravier, et vous verrez qu'ils sont vent debout contre cette loi. Et qu'il y a eu des brouillons, c'est vrai. Il y a eu des brouillons faits par des assistants parlementaires, mais qui n'ont pas été déposés. Vous savez ce qui compte en démocratie? Où, à la CGT, ce qui compte, ce sont les amendements qui sont débattus en séance. En l'occurrence, le seul amendement valable sur cette loi, c'est un amendement de retrait pur et simple. Nous demandons le retrait de cette loi. Gilbert Collard et Marion Maréchal Le Pen comptaient déposer des amendements de même nature et qu'ils ont été rappelés à l'ordre par Marine Le Pen?
Non, il ne faut pas écouter ou lire tout ce qui est écrit dans une certaine presse sensationnaliste. C'est faux, il n'avait pas l'intention de déposer d'amendement. Non, qui vous explique que Marine Le Pen a envoyé un texto. Alors j'aimerais bien savoir comment cette presse se serait procuré ce texto. Ce serait Marion qui serait allé voir le Canard enchaîné en disant « Regardez, j'ai reçu un texto de Marine Le Pen ». C'est crédible une seconde, vous croyez ? C'est-à-dire c'est crédible dans le sens où Marion Maréchal Le Pen a défendu des idées autour de la loi travail qui correspondent à ces modifications Je sais demandées. qu'on peut essayer d'ergoter, d'essayer de tout complexifier, de rendre les choses illisibles. Ce que je vois depuis le départ, c'est que le Front, à la minute même où il avait lu cette loi, ça signifie ça qu'on n'est pas dans la situation d'accident. Je vais vous dire, attendez. Quelle organisation précisément souhaitez-vous dissoudre ? Mais toutes ces organisations de casseurs. Donnez-moi un nom, une adresse. Non, forcément. Attendez, vous pensez que c'est aussi simple qu'ils vont s'afficher, mais vous allez voir les pages Facebook, pas de nom et d'adresse, tout ça est organisé sur Internet, sur les réseaux sociaux. Il y a un travail de renseignement à faire. Alors c'est vrai que le renseignement français a été fortement accablé par les politiques d'austérité et notamment par la grande désorganisation qu'avait réalisé Nicolas Sarkozy en supprimant les RG. On a perdu du contact et de l'information de terrain, mais il faut absolument remettre ça en place. Ensuite, on apprend par le préfet de police, c'était dans son dernier communiqué après la grande manif avec les débordements importants, notamment à Necker, à l'hôpital Necker de Paris, que, je le cite, une part significative venait de l'étranger. Bon, bah écoutez, quand on sait que, et c'est systématique, une part significative vient de l'étranger, les Allemands, Pays-Bas, Allemagne, etc., il faut pouvoir les identifier et les bloquer aux frontières. Mais pour cela, il faut avoir des frontières nationales. Et c'est vrai que le système Schengen nous a démunis, nous a retiré nos frontières nationales. Voilà un autre avantage à avoir des frontières nationales. Et puis je crois qu'il faut réinsuffler. Je veux dire, c'est une doctrine. On ne peut pas accepter que l'uniforme, qu'il soit celui d'un policier, d'un gendarme, d'un militaire, soit impunément insulté, injurié, agressé, violenté, comme nous l'avons vu dans de trop nombreuses vidéos ces derniers mois. Je veux dire, à partir de là, il n'y a plus de respect si on ne fait pas respecter des choses aussi simples que le respect de l'uniforme. Alors, des questions d'auditeurs sur les consultations en cours. Les consultations, il y en a plusieurs là dans les heures qui viennent. D'abord, en France, que pense le Front National, vous demande Luc de Nantes. Que pense le Front National de la consultation de Notre-Dame-des-Landes ? Oui, nous sommes défavorables à ce projet d'aéroport. Nous avons fait plusieurs conférences de presse sur place, y compris avec notre collectif Nouvelle Écologie qui travaille sur les questions environnementales. Nous estimons que c'est un caprice de M. Ayrault à la base, enfin qui a été réactivé en tout cas par M. Ayrault, et qu'il suffisait d'un agrandissement de l'aéroport existant. Et donc nous appelons à voter non à ce référendum. Sur le Brexit, vous souhaitez rêver d'un vote négatif et d'une sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne ? Ce serait en l'occurrence un vote positif. Oui, ce serait un grand oui à la liberté. Un vote pour le leave, puisque c'est la question posée. Pour le leave. C'est la question posée aux Anglais. Leave oui, bien sûr, si vous voulez, bien sûr, puisque nous souhaitons le même référendum en France sur notre appartenance à l'Union européenne, pour pouvoir nous dégager et retrouver notre liberté, notre indépendance par rapport à cette structure qui est en échec total. Aujourd'hui, il y a un sondage qui est paru il y a quelques jours, il y a à peu près un quart des Français qui voteraient pour une sortie de l'Union européenne. Oui, beaucoup de Français d'ailleurs qui ne sont pas encore déclarés, je crois que c'était 25 et 50 et 25. Bon, bah écoutez, parce qu'il faut qu'il y ait un débat. Il faut qu'il y ait un débat en France. C'est la même chose pour la sortie de l'euro. En tout cas, il y a une majorité de Français qui souhaitent un référendum déjà. Et ça, c'est une très bonne nouvelle et je crois que c'est inéluctable. Il faudra que nous allions vers la consultation directe du peuple parce que l'Union européenne est de plus en plus antidémocratique. Il suffit d'entendre d'ailleurs les dernières déclarations des autorités européennes qui s'ingèrent dans le référendum britannique. C'est hallucinant. Une espèce d'intimidation, de chantage, de menace. Il n'y a plus aucun argument positif, si vous voulez, dans ce camp. Plus rien. Les seuls arguments positifs que j'ai entendus, c'est du côté du Leave, pour le coup, où on parlait de faire des économies par rapport à la contribution directe à l'UE, où on parlait de protection, où on parlait de prospérité, on parlait de pouvoir se dégager des négociations TAFTA, puisque c'est vrai que le mandat a été donné à la Commission européenne sur le traité transatlantique. C'est un traité très néfaste. Et on parlait de liberté, de démocratie. Je veux dire, qui décide aujourd'hui ? Est-ce que c'est le peuple souverain ou est-ce qu'il vote pour rien ? Est-ce qu'il vote pour rien ? Parce que de toute façon, d'autres à Bruxelles ou à Francfort dans la Banque centrale décideront pour lui. C'est un vrai grand sujet qui, à mon avis, va nous mobiliser pour l'élection présidentielle. De toute façon, quel que soit le résultat de ce référendum, cela signifiera qu'à peu près un Britannique sur deux est en désaccord, souhaite quitter l'Union européenne. C'est un fait majeur, un fait politique majeur qui s'ajoute aux victoires à Rome, à Turin, de candidates eurosceptiques en Italie, qui s'ajoute à l'élection présidentielle autrichienne qui, je l'espère d'ailleurs, va se refaire, etc. Franchement, il se passe des choses extrêmement intéressantes. C'est un printemps des peuples. Et ce printemps des peuples nous conduira à une Europe fondée sur la coopération entre les nations libres.
non pas l'isolement du tout, mais la coopération internationale. C'est celle qui fonctionne, c'est un peu le modèle du général de Gaulle, celle qui a produit les grands résultats de l'Europe, Airbus, Ariane, adapté maintenant au XXIe siècle. Et puis ça nous permettra de redécouvrir, nous, France, qu'on est aussi une puissance mondiale, qu'on est une puissance maritime, qu'on doit coopérer avec le monde entier. Vous vous sentez dans une communauté de pensée avec les différents mouvements que vous venez d'énumérer, en Italie, le mouvement 5 étoiles, en Autriche, le FPÖ, en Allemagne, l'ALD, vous êtes l'AFD, pardon, vous êtes dans, si vous voulez, dans cette communauté-là. On aura des points d'accord, on aura certains points d'accord sur l'Union européenne, bien sûr, l'euroscepticisme et le fait on croit en notre nation, voilà. Mais on aura des points de désaccord parce que chacun a ses contextes nationaux et ses histoires. Mais je crois que ça traduit un mouvement. Et en France, c'est le Front National, Rassemblement Bleu Marine, qui incarne ce mouvement. Vraiment, je pense, qui permet de prendre le train de l'histoire. C'est-à-dire, voilà, il se passe des choses. On voit bien que le modèle de l'Union européenne est complètement dépassé, que ça date d'ailleurs des années 50, et que les peuples n'en veulent plus. Et il faut passer à autre chose, il faut qu'on se remette debout. Voilà, bon, la continuité, ce seront les Juppé, les Valls, je sais pas qui d'ailleurs, Sarkozy, Hollande, on verra bien. Et puis il y a la possibilité d'aller plus haut, plus loin dans la démocratie, les principes démocratiques, et de retrouver la souveraineté nationale et populaire. Je pense que c'est extrêmement important. Question ou commentaire sur les réseaux sociaux, Hélène Roussel? Une question de Stan. Mis à part c'est la faute à l'Europe et c'est à cause de l'immigration, c'est quoi le programme? C'est, comme vous l'avez entendu depuis le début de l'émission, un tout petit peu plus compliqué que cela. D'ailleurs, c'est pas tant la faute à l'Europe, c'est la faute à nos gouvernements qui se soumettent à l'Europe, ou qui bafouent même les votes des Français. Je rappelle qu'en 2005, les Français avaient dit non à la Constitution européenne, par référendum. Et que ce sont les parlementaires UMPS qui ont dit oui à la place du peuple français. Donc, moi, je souhaite qu'on remplace cette Europe-là par une coopération des nations. Je souhaite, par ailleurs, je vous parlais d'immigration, oui, qu'on puisse arrêter avec une politique de submersion migratoire, qui n'est plus tenable. Je veux dire, l'asile sous Sarkozy a augmenté de 75%. L'an dernier, il a encore augmenté de 20%. Submersion. Oui, submersion. Aller à Calais. 100 000 entrées par an, c'est une submersion. Non, déjà, c'est 200 000. Légalement, c'est 200 000. Moins 100 000 sorties, ça fait 100 000, le solde annuel. Les 100 000 sorties, je demande à voir. Vous comptez les entrées, vous n'avez pas compté les sorties. Non, mais vous comptez ça, je demande à voir parce qu'on a beaucoup d'informations sur les entrées. Les sorties, c'est un peu au doigt mouillé. C'est les mêmes statistiques. Non, qui font les mêmes. Oui, l'INSEE, les 100 000. Oui. Les entrées, c'est le ministère de l'Intérieur. Donc c'est un peu différent. Mais les 200 000 entrées légales, plus les clandestins. Et ça fait une submersion, ça? Oui, ça va. Écoutez, 65 millions moi je suis désolé, ça fait 30 ans ou 40 ans que la France subit une immigration de plus en plus forte. Ça se traduit, on peut se cacher les yeux et dire il n'y a aucun problème, tout va très très bien, c'est formidable. On peut aussi voir que franchement, il commence à y avoir des tensions communautaires dans un nombre croissant de quartiers en France. On peut aussi voir les camps de Calais, de Grande-Synthe. On peut aussi voir l'arrivée de migrants dans des villages en France qui voient un jour arriver 30, 40, 50 migrants. Et c'est pas à eux qu'on en veut. Je veux dire, on n'a aucune raison d'en vouloir aux migrants eux-mêmes. On en veut aux politiques, aux gouvernements de droite et de gauche qui ont organisé cette politique, souvent de manière cynique. Parce que quand Sarkozy, dans ses discours, nous dit il y a trop d'immigration et qu'au pouvoir, il fait plus d'immigration que Jospin, il y a bien une raison. Pourquoi il a fait autant d'immigration, Sarkozy? Mais parce qu'il est soumis aussi aux desiderata du grand patronat, qui en a besoin. Comme le grand patronat allemand a fait venir 1 million de réfugiés en 1 an. Bon, pourquoi? Parce qu'il faut faire pression à la baisse sur les salaires et organiser le dumping social. Il faut se poser toutes ces questions. Et la question du communautarisme,